Bienvenue à tous, bienvenue dans ce séminaire, donc webinaire consacré au décret tertiaire. J'espère que tout le monde me voit bien et m'entend. Donc, vous êtes nombreux, hein, plus d'une vingtaine inscrits à ce webinaire à m'écouter. Donc, bienvenue à tous, pour tous ceux qui nous rejoignent. Ce webinaire donc, sera consacré à l'actualité du décret tertiaire. Pour être, pour vous parler un peu de l'organisation, un replay est organisé aussi pour ceux qui devraient éventuellement ne pas participer jusqu'au bout. Vous avez la possibilité de converser par chat en bas à droite et m'indiquer s'il y a des problèmes techniques notamment, n'hésitez pas à m'avertir. Et puis, je souhaite la bienvenue à tout le monde. On a voulu consacrer à Imo Formation ce webinaire, à tous nos clients. Il y aura aussi un webinaire public éventuellement pour ceux qui ne pourraient pas participer d'entre vous ou ceux qui avaient d'autres personnes dans d'autres équipes. Une communication sera faite sur un nouveau webinaire parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, pour, lundi prochain aussi. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rémi Nerrière, je suis cofondateur d'Imo Formation, un organisme de formation spécialisé dans, la formation pour les professionnels de l'immobilier, dans le résidentiel, dans le tertiaire et nous formons, tout type de professionnels, intermédiaires d'immobilier, porteurs de cartes, avocats, notaires, établissements institutionnels. Ce matin, on a voulu consacrer donc un webinaire, gratuit à l'ensemble de nos clients sur un sujet d'actualité. Pourquoi d'actualité? Puisque le décret tertiaire, ça fait en effet, quelques années qu'on en parle, mais les derniers arrêtés d'application devraient paraître et une attestation, sera éditée, notamment, par la base Opérat et cette attestation devra être jointe, d'ici la fin de l'année à tous les baux et tous les actes, notariés de cession de bâtiments tertiaires, tous les baux commerciaux. Donc on va vous la présenter et vous donner un petit peu donc, les fondamentaux de ce décret, l'historique, les actions à entreprendre, les obligations et surtout, comment négocier aussi avec les preneurs. Quelles sont les obligations du bailleur, du preneur, comment se partagent ses responsabilités, sur quel point il faut être vigilant au niveau du en effet, au niveau de la rédaction et de la négociation des baux. Voilà donc et bien évidemment, ce webinaire, vous avez la possibilité de poser l'ensemble de toutes vos questions. Il ne faut pas hésiter à intervenir, par le chat et moi j'aurai un œil dessus donc, après chaque un peu, on va dire chaque, thématique abordée, bah, je regarderai dans le chat les questions et j'y répondrai, immédiatement, à la fin de chaque chapitre. Voilà pour comment on va organiser tout cela. Donc il faut savoir que vous avez peut-être pu télécharger, le support, mais, en effet ce support, vous sera envoyé par mail. Donc ne vous en faites pas, voilà, au niveau de la prise de notes ou autre, vous pourrez toujours, après la en effet la formation, vous pourrez toujours en effet vous serez invité à télécharger ce support, plus un support, on va dire, complémentaire, qui sont des exemples de clauses à mentionner dans vos baux commerciaux. Donc tout ça, vous le recevez par mail après la diffusion, du webinaire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le décret tertiaire s'inscrit dans tout un contexte évidemment de lutte contre le réchauffement climatique, et dans un contexte qui touche d'autres textes aussi. Donc faut pas oublier, il y a le décret tertiaire, mais il y a aussi d'autres éléments, et bien évidemment, hein, tout cela est issu aussi des directives européennes, des lois Grenelle aussi, des objectifs d'accord de Paris. On a un objectif en effet d'arriver à des bâtiments bas carbone en 2050, notamment et donc c'est vrai que le secteur du bâtiment, bah, c'est un des secteurs, on va dire, les plus énergivores. Heu c'est 45 de la consommation énergétique, hein, le bâtiment, résidentiel et tertiaire, et 27 des émissions de gaz à effet de serre. Donc on veut s'attaquer et dans les 45 il y a 15 qui concernent le tertiaire. Donc bien évidemment, le résidentiel est aussi concerné par des actions, concernant en effet l'obligation ou en tout cas l'interdiction de louer des biens en résidentiel qui seraient des passoires énergétiques. On en parle beaucoup puisque ça provoque évidemment beaucoup de problèmes sur la mise en location de biens.
et l'augmentation de logements vacants. Et vous, pour le tertiaire, en effet, bah, c'est le décret tertiaire qui a été pris pour obliger, suite aux lois Grenelle de 2010, pour obliger en effet les professionnels à, à s'attaquer, alors professionnels et aussi personnes publiques, parce qu'on va voir que ça touche aussi tous les bâtiments publics, à s'attaquer en effet à, on va dire véritablement un plan d'action, pour les années 2030, 2040 et 2050. Donc à côté de ce décret tertiaire, je vais juste aborder quelques autres, points qui ont été modifiés ces derniers temps. Le DPE, le diagnostic de performance énergétique a été, en effet, on a changé de nature ce document en le rendant opposable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le DPE engage la responsabilité du bailleur, engage la responsabilité du vendeur. Alors qu'avant, il y avait une clause exonératoire de responsabilité dans la loi et mentionnée dans le DPE. Et il n'avait qu'une simple valeur, on va dire, informative. Aujourd'hui, il a une valeur de conformité. Donc ça change quand même les choses, même si dans l'immeuble entreprise, malheureusement, on en est resté aux méthodes, éventuellement, l'application des méthodes de facture, ce qui peut poser problème, hein, puisque ce n'est pas forcément des DPE qui sont, justes, et ensuite, puisqu'ils dépendent vraiment de la consommation, et ensuite la problématique de retrouver ou non les factures. Donc, c'est un gros problème aujourd'hui puisque dans l'immobilier résidentiel, on a obligé d'employer la méthode 3CL, et moi je conseille même dans l'immobilier entreprise de demander aux diagnostiqueurs de réaliser, des DPE sur la méthode 3CL, qui est la méthode en effet conventionnelle, qui doit se baser uniquement sur l'année de construction du bien, les matériaux employés, les travaux qui ont été faits, dans le bien, le type de chauffage appliqué au bien, et qui donne un DPE objectif. Puisqu'on va le voir quand même, ça peut être important aussi au niveau du décret tertiaire d'avoir déjà une vue un petit peu synthétique de votre notation au niveau du DPE, même si les 2 systèmes sont quand même décorrélés, puisque, Opérad va se baser beaucoup sur les consommations, hein, des biens. Ensuite, on a, une obligation aussi par la loi climat-énergie en 2019, bah, de mentionner dès qu'on va faire des travaux en effet, de construction dans des bâtiments, tertiaires, bâtiments commerciaux, hangars, construction à usage industriel, entrepôts. On a l'obligation en effet, dès que ça dépasse 1 000 m², d'incorporer dans ces constructions et dans le permis, des procédés d'énergie renouvelable. Panneaux photovoltaïques, murs végétaux, et cette obligation de 2019 a été étendue, aux locaux en effet de bureaux, dernièrement, donc l'année dernière, et a été étendue aussi, alors à partir de 1 000 m², et le seuil, sinon pour les autres destinations, commerce, entrepôt, a été abaissé à 500 m². Donc et les rénovations lourdes vont être concernées dès qu'un décret d'application paraîtra. Donc les bureaux vont aussi être concernés, et les nouveaux bureaux, donc les nouvelles constructions, par cette obligation d'incorporer des produits, des systèmes d'énergie renouvelable, au bâtiment. Et puis on a eu dernièrement, même cet été, hein, en 2023, la loi énergie renouvelable qui a mentionné l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques sur tous les nouveaux parkings, construits à partir de cette date. Donc voilà, des obligations dans les constructions qui vous contraignent à prendre en compte, des éléments nouveaux. Et on a à côté du décret tertiaire, vous en avez peut-être entendu parler, le décret BACS. Alors le décret BACS, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en effet l'obligation que vous avez, d'installer, avant 2005, heu, bah, des systèmes d'automatisation au niveau, en effet, de vos chaudières ou de systèmes de chaleur. Alors BACS parce que c'est le terme anglais, hein, Building Automation and Control System. L'idée, c'est d'équiper, vos chaudières de systèmes intelligents, qui peuvent, suivre, enregistrer, analyser la consommation. Ensuite, peut les comparer à des valeurs de référence, et ces systèmes sont interopérables avec tous les systèmes techniques des bâtiments. La chaufferie, la production de froid, la centrale de traitement d'air, donc on communique, tous les autres systèmes communiquent entre eux et permettent éventuellement un arrêt manuel, la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques. Ce qui fait que, alors cette obligation d'installer, elle est pour l'instant en 2025
pour toutes les équipements de chauffage qui ont une puissance énergétique supérieure à 290 kilowatts. Mais un texte cet été, c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, cet été, il y a eu plusieurs textes, dont un décret important du 7 avril et puis 15 juillet 2023, qui a rendu obligatoire au 1er janvier 2027 l'installation de ces systèmes-là, dès lors que le système de chauffage dépassera 70 kilowatts. Donc, ça veut dire que même pour les petites, on a le décret du 7 avril 2023 qui va étendre vraiment cette obligation. Donc, en 2025, les systèmes de chauffage qui dépassent 280 kilowatts et en 2027, tous ceux qui dépassent 70 kilowatts. Et en plus de cette obligation, certains pouvaient en effet s'en défaire s'ils prouvaient qu'ils n'avaient pas de retour sur investissement sur 6 ans. Mais on va le voir, normalement, il y a 30% d'économie d'énergie, hein, donc normalement, c'est amortissable sur, sur cette durée-là. Et ben, cette durée de 6 ans est passée à 10 ans dans le décret du 7 avril 2023. Donc, c'est vrai que c'est un peu, en fin de compte, vous aurez beaucoup du mal à vous en défaire de cette obligation aussi. Et après, il faudra se poser la question de savoir si l'installation de ces systèmes de contrôle sont ou non, peuvent être considérés ou non comme des grosses réparations. Et ça, on en parlera à la fin aussi sur le décret tertiaire, pour voir si on peut éventuellement donc récupérer ou pas cette dépense pour le bailleur, parce que c'est vrai qu'au final, c'est quand même le locataire qui va bénéficier de tous ces travaux, hein, en baissant en effet ses consommations énergétiques. Donc voilà pour le contexte qui entoure le décret tertiaire. Et du coup, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet sur l'obligation de rénovation énergétique qui est concernée donc par, par ce décret. Eh bien, c'est tous les bâtiments en effet supérieurs ou égal à 1000 mètres carrés qui seraient exclusivement loués à usage tertiaire, ou alors toute partie de bâtiment qui en effet serait dans un bâtiment à usage mixte, mais dont l'ensemble des locaux tertiaires dépasserait 1000 mètres carrés. Donc même des petits bâtiments où vous avez en effet quelques preneurs qui auraient des locaux inférieurs à 1000 mètres carrés, si cumulé sur l'immeuble, on a plus de 1000 mètres carrés, le décret s'appliquerait. Et ça, c'est le deuxième. Et après, on a été même plus loin, on a dit que ça s'applique à tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière. Donc, une unité foncière, c'est en effet des parcelles cadastrales qui seraient accolées. Et attendez, voilà. Et du coup, même sur un même site, dès lors que l'ensemble des bâtiments dépasse 1000 mètres carrés au niveau du tertiaire, on est aussi concerné. Donc, ça veut dire que sur une copropriété, par exemple, s'il y a plusieurs bâtiments, même si les bâtiments séparés font moins de 1000 mètres carrés en tertiaire, si cumulé, on a plus de 1000 mètres carrés, on est aussi concerné. Donc, en fait, on a vraiment. Un- je vous ai perdu. Ah. Je vous ai perdu. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Voilà. Ça y est, j'ai une petite problème de connexion. Je suis passé sur un autre ordinateur. Donc, tout le monde m'entend bien? C'était bon avant aussi? Ok.
Donc là, j'ai eu un petit problème en effet sur deux ordinateurs, j'avais plus le visuel. Donc on va reprendre. Donc voilà, tout ensemble de bâtiments, copropriété ou immeuble seul, dès lors que cumulé sur l'immeuble, on dépasse en effet euh, les 1000 mètres carrés. Alors, comment on définit le tertiaire? C'est véritablement très très large, puisque le tertiaire, bah, c'est ce qui n'est pas secondaire ni primaire. Donc en fait, on a juste exclu le logement. Et donc on va voir que bah, l'ensemble en effet de tous les bâtiments tertiaires, ça va en effet bah, des bâtiments publics, écoles, enseignements, mais bureaux, entrepôts, commerces, centres commerciaux. Donc en fait, on a au niveau du champ d'application, il est très très vaste. Euh, et on a juste le cas, en effet, ce qu'on ne sait pas trop, c'est les résidences étudiantes ou les EHPAD, c'est-à-dire là où il y a du logement. On ne sait pas si, en effet, il faut prendre en compte euh, cette partie-là comme tertiaire ou comme logement. Et donc, ce qu'il a été décidé. Par les pouvoirs publics, c'est que tout ce qui va être les logements consacrés aux gens qui ont une habitation, qui y vivent, donc les étudiants, les EHPAD, on ne les compte pas dans les 1000 mètres carrés. Mais si les espaces communs, restaurants, salles, voilà, éventuellement salles de sport, euh, salles de jeu et autres, s'ils dépassent 1000 mètres carrés dans l'immeuble, l'EHPAD ou la résidence étudiante serait concernée. Alors pour les résidences de tourisme, là, c'est considéré comme du commerce, de l'hôtellerie, donc ils sont tous concernés. Mais il y a cette notion-là. Et après, au niveau de la surface des 1000 mètres carrés, rien n'est précisé dans le texte. Donc en fait, les pouvoirs publics mentionnent qu'on doit prendre la surface de plancher quand on a un permis voilà, qui parle de surface au plancher, ou la chaune, ou la surface utile pondérée si on est en bureau, ou la GLA si on est en commerce. Donc en fait, il n'y a pas de notion vraiment de surface. Pour compter ces 1000 mètres carrés, c'est un petit peu, en effet, chacun peut prendre la surface qu'il a en référence dans son bail, dans son acte. Et puis, c'est la même chose pour la propriété. On définit vraiment l'assujetti comme le propriétaire de l'immeuble. On nous dit ou soit un propriétaire, soit une copropriété, quelle que soit sa forme juridique. Donc, on va le voir, la copropriété est considérée comme assujettie, mais en fait, on va faire une différence dans les textes. Ce seront les propriétaires de chaque lot qui seront individuellement responsables. Donc, ça pose une difficulté quand même, parce que si l'ensemble de la copropriété décide de ne pas faire certains travaux, ça va porter atteinte quand même à l'objectif individuel de chacun. Et ça, il n'y a aucun texte, en effet, qui répond à la question de savoir bah, comment, en effet, on fait dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'exception, comme il y en a par ailleurs pour d'autres choses, au fait qu'il y aurait une opposition. Alors, bah, si vous êtes dans un immeuble d'habitation, en plus, eux peuvent s'y opposer. Ils ne sont pas concernés par le décret tertiaire. Donc, ça peut poser quand même problème. Donc ça, on verra bien un peu. Alors, le prochain arrêté, on nous dit, va redéfinir un petit peu les éléments concernant la copropriété. Mais la notion principale que les pouvoirs publics mettent en avant, c'est la notion d'établissement d'entité fonctionnelle. Et l'entité fonctionnelle serait en effet l'entité qui serait propriétaire ou exploitant, qui serait définie par un numéro SIRET. Et donc l'idée, c'est sur un même immeuble, s'il y a voilà, s'il y a plusieurs occupations, même s'il y a une monopropriété, chaque entité fonctionnelle, chaque locataire serait individuellement, en effet, séparé, même s'il y a une propriété unique. Et donc, chaque entité fonctionnelle aurait ses propres objectifs à remplir. Et donc, si on est évidemment en copropriété, ça se comprend aussi. Mais on raisonnera en effet sur la notion d'entité fonctionnelle, c'est l'exploitant qui a un numéro SIRET. Ce serait lui en effet qui serait pris en tant qu'entité fonctionnelle et qui aurait donc cet objectif à faire. Après, on va le voir, hein, s'il y a un monopropriétaire, il va pouvoir lui, en effet, éventuellement mutualiser l'ensemble de ses objectifs sur tous les lots qu'il détient. Donc, ça va être un peu voilà, la mutualisation va devoir être déclaré dans la base de données et on va pouvoir mutualiser même au sein d'un même groupe, hein. C'est-à-dire que même si on a des numéros SIRET différents, si on appartient à un même groupe, une même holding, on pourra mutualiser sur l'ensemble de ces biens-là.
Mais ça va être complexe puisque si chaque locataire aussi peut mutualiser sur l'ensemble de ces sites-là, on va avoir en effet des bâtiments qui pourraient ne pas respecter un à un les objectifs, mais les respecter sur une mutualisation. Donc pareil, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Les changements d'activité, alors la cessation d'activité est considérée en effet comme sortant du décret tertiaire. C'est-à-dire si vous cessez en effet de faire une activité tertiaire, donc vous transformez des bureaux en logements par exemple, le décret tertiaire s'arrête, n'a plus à être applicable, mais il faut faire attention sur la base de données. Dès lors qu'on redevient tertiaire, hein, là, on peut repartir sur déjà l'antériorité. Donc, normalement, les pouvoirs publics conseillent de toujours remplir les consommations au cas où il y aurait un changement. Et après, c'est vrai que si vous changez d'activité, alors, en plus, les pouvoirs publics ont mentionné que, et le décret mentionne que si un des locataires arrête son activité tertiaire, même si le reste de l'immeuble est inférieur à 1000 mètres carrés, il doit continuer, lui, puisqu'en 2019, au moment de l'entrée en vigueur du décret, il faisait plus de 1000 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux faire un changement total de destination, hein, mais pas partiel. Et après, les changements d'activité vont avoir un impact quand même fort, parce que les objectifs vont être différents, mais tout ça va être déclaré sur une base de données. Voilà, alors, il y a 3 catégories d'immeubles qui ont été exclus, mais bon, c'est un peu anecdotique parce que c'est vraiment, en effet, les bâtiments de culte. Bon, bah, ça, en effet, on ne va pas demander aux églises et autres de remplir des objectifs de performance énergétique. Souvent, en plus, il y a des bâtiments classés. Et puis après, tous les immeubles liés à la défense nationale. Et puis, tous les bâtiments qui sont temporaires, qui sont construits vraiment pour une autre construction, donc qui sont construits pour une durée de vie de moins de 2 ans. Ceux-là, évidemment, sont aussi exonérés. Mais sinon, tout le monde est concerné. Et donc, quel est l'objectif à remplir? Rappelons-le, en fait, il y a un objectif alternatif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas vous qui allez choisir, c'est la base de données. Voilà, alors on me pose une question, en effet, une copro avec commerce, habitation, bureau et parking. Ben, en fin de compte, il y a juste les commerces et les bureaux qui vont être concernés si, en effet, ils dépassent cumulé 1000 mètres carrés. Ce qui fait que l'habitation, lui, n'a pas à remplir, même s'il fait partie du même immeuble, les objectifs. Donc, pourra tout à fait s'opposer à des travaux d'ampleur et chacun devra faire des travaux intérieurs éventuellement pour remplir l'objectif. Et les parkings, s'ils sont en effet affectés, tous les parkings qui vont être affectés au commerce ou au bureau vont devoir en effet être comptabilisés dans les consommations. Ce qui ne va pas être simple, parce qu'il va falloir partir des tantièmes éventuellement pour faire une répartition des consommations. Donc, au niveau, en effet, de l'objectif, il est alternatif et c'est la base de données Opérate qui choisira l'objectif dont vous vous rapprochez le plus. Donc, il n'y aura pas à choisir. Donc, soit en effet, vous partirez d'une valeur relative, c'est-à-dire il faudra partir d'une consommation choisie entre 2010 et 2019. Donc là, il faut retrouver en effet les consommations et dire, ben voilà, entre 2010 et 2019, combien mon bâtiment consommait en kilowattheure par mètre carré par an. Donc, il y a une table de conversion pour savoir si vous êtes en effet au fioul, si vous êtes au gaz, bah, combien en effet, comment on convertit des kilowattheures électriques. Donc, il faudra Alors, c'est la base de données qui fera cette conversion. Vous n'aurez pas à la faire, vous déclarez vos consommations. Ce sera des kilowattheures par mètre carré par an. Bah, si vous déclarez une année, en effet, que vous êtes à 200 kilowattheures par année par an, bah, l'objectif, ça va être en effet d'atteindre moins 40% en 2030. C'est-à-dire d'arriver à 120 kilowattheures en 2030 de consommation. Puis en 2040, arriver à 100 et puis arriver à 80 kilowattheures en 2050. Donc voilà votre objectif. Vous fixez une année de référence entre 2010 et 2019. Vous choisissez évidemment la consommation la plus élevée pour qu'aujourd'hui, en effet, on voie l'avancement que vous avez sur cette consommation. Ça, c'est vraiment la valeur relative. Après, il y a une alternative, parce que vous allez me dire, si moi j'ai fait des très gros travaux en 2009, donc j'étais déjà très bas, comment je vais arriver, je ne vais plus pouvoir baisser. Donc en fait, on admet aussi, donc alternativement, l'objectif c'est d'atteindre une consommation en valeur absolue qui va dépendre de la catégorie de bâtiment que vous avez. C'est-à-dire que, en fait,
pour un hangar, pour un centre commercial, pour un bureau, vous aurez des objectifs différents que vous vous situez à Marseille, à Lille, à Paris, puisqu'on va tenir compte aussi du territoire, on va tenir compte de la météo, et de la destination et du taux d'occupation aussi que vous avez, puisque vous allez consommer plus ou moins fort. Et là, il faut arriver, et on le verra par un exemple de tableau, par exemple pour des bureaux qui seraient des bureaux cloisonnés à 57 kWh par mètre carré par an à Paris. Mais ce ne sera pas le même objectif dans le nord, hein, où là on chauffe plus. Donc, si vous êtes déjà vertueux, si vous êtes déjà en RT 2012, RE 2020, bah, en fait, la base de données arrivera vers ce chiffre-là. Vous pourrez déjà être à l'objectif. Donc, on attend les derniers arrêtés d'application, d'ailleurs, parce que qui n'ont pas encore fixé, notamment pour les types de commerce, on attend les data centers, on attend, voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on attend encore, hein, comme les centres commerciaux. Mais voilà, soit bah, on vise les 120 parce qu'on part de très loin, soit on s'approche des 57. Et en fait, c'est la base de données Opérate qui choisira entre les deux selon l'objectif dont vous êtes le plus près. Et en plus, bon, pour compliquer les choses, il y a 2 objectifs à atteindre en valeur absolue. Un objectif pour la climatisation et les chauffages et la ventilation, la CVC, et un objectif pour les autres usages, eau chaude, sanitaire, éclairage. Donc, en fin de compte, on va différencier hein, l'objectif en valeur absolue selon 2 composantes. Et c'est là la difficulté, c'est qu'il va falloir, en effet, et souvent vous avez des bureaux d'études, être aidé pour vraiment déterminer les consommations que vous avez sur ces 2 composantes-là. Mais on va rentrer un peu dans le détail, vous le verrez, c'est en effet pas évident. Dans les arrêtés, vous avez ce fameux, convertisseur en énergie. On est au gaz butane, bah, le gaz 1 kilo de gaz butane, c'est 12 kWh en électrique. Voilà, le fuel. Donc ça, c'est une base de conversion automatique. Opérate, vous déclarez, vous, vos consommations et ils convertissent les consommations en kilowatts. Vous avez ce tableau-là en exemple, parce que les arrêtés d'application font chacun plus de 40 pages, hein, où on va rentrer vraiment dans des sous-catégories en plus. Vous allez avoir les flex office, les open space, les bureaux standards. Vous voyez que là, je vous ai mis juste l'exemple des bureaux standards. Dans les valeurs absolues à atteindre, on a la composante climatisation, ventilation, chauffage. Et là, on a 8 zones géographiques. Alors, Paris étant H1A, bah, à Paris, entre 100 mètres d'altitude et 400 mètres, on doit avoir 57 kWh. Si on est en haut de la butte Montmartre, 68. Voilà, il y a l'altitude qui compte et la position géographique. Donc, plus en effet on est en altitude, plus on va chauffer, plus les objectifs sont quand même plus élevés. Et puis, bon, on a en effet, là, on doit atteindre, c'est tout ce qui est éclairage, eau chaude sanitaire, hein, qui est à 50 kWh. Donc tout ça dépend évidemment de critères d'intensité d'usage. Vous allez voir la complexité quand même. C'est-à-dire que quand vous allez déclarer votre consommation, vous allez devoir aussi déclarer l'amplitude horaire que vous occupez les bureaux. C'est-à-dire, en effet, pour des bureaux qui vont concerner comme SVP 24 heures sur 24 des personnes, ils vont plus consommer, donc ils vont mettre là un taux horaire de 6000 heures par an. Alors que 3120 heures, c'est le classique, hein, en effet, ouverture 8 heures, 18 heures. Mais si vous occupez plus votre, bureau, hein, ce chiffre-là a été délimité sur 70 d'occupation. Bah, si vous êtes à 90, vous allez consommer plus, donc vous le déclarez et du coup, la base de données va vous refaire un autre objectif en valeur absolue, comme le taux d'occupation de poste de travail. Là, c'est un poste pour 18 mètres carrés. Hein, vous voyez, c'est des grands bureaux standards où vous êtes seul. Bah, si vous avez 4 personnes, vous allez avoir évidemment une calculatrice. Alors, c'est des calculs faits automatiquement par Opérate selon le taux d'occupation que vous allez déclarer. Donc, en fait, il va y avoir tellement de critères et de manières aussi de truquer un peu entre guillemets les chiffres, hein, parce que qui va contrôler votre taux d'occupation de 2012? C'est quand même, et vous, il faut arriver à le connaître pour bien déclarer. Après, chaque année, vous devrez déclarer en effet un taux d'occupation, une amplitude horaire, et vos consommations. Donc
une «usine à gaz» entre guillemets, ça ajoute quand même beaucoup de travail, beaucoup de bureaux d'études évidemment qui sont sollicités pour le faire pour vous, mais du coup des dépenses à prendre en compte aussi pour en effet ceux qui vont devoir déclarer et donc on va parler après de qui devra déclarer tout cela. Alors, maintenant qu'on a vu les objectifs à atteindre, quels sont les moyens qui sont donnés en effet par les pouvoirs publics pour atteindre ces objectifs? Et donc, dans le décret d'application, on a regroupé ces moyens, hein, autour de 5 thématiques, qui on va voir vont un petit peu crescendo. En premier lieu, ce qui peut faire évidemment gagner beaucoup, en baisse de consommation énergétique, ce sont toutes les actions relatives à la performance du bâti de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'en effet, tout ce qui va toucher la toiture, tout ce qui va toucher en effet la façade, donc isolation extérieure, intérieure, va énormément en effet peser, avoir un poids, sur, sur l'économie qui peut être engendrée. Mais ça va être ce qui va être peut-être le plus coûteux et bah, ça va surtout, ne pas pouvoir être récupéré sur le locataire parce que le plus souvent, ces travaux-là vont être considérés comme des grosses réparations, hein. On reviendra, tout à l'heure sur la notion de grosse réparation, mais c'est vrai que là, ça va être difficilement récupérable sur le locataire. Ensuite, il va y avoir tous les installations d'équipements performants et de dispositifs de contrôle. C'est les fameux BACS dont je parlais qui, selon, hein, ce qu'on mentionne un petit peu, même dans ce que l'on a pu voir vraiment concrètement, ça peut en effet être quelque chose qui peut aller jusqu'à une réduction de 30 du coût énergétique, d'installer c'est en effet, ces systèmes-là. Après, ces systèmes, bon, sont multiples, hein, mais alors on met tout ça un petit peu dans le GTB, hein, donc tous les gestions des équipements techniques, hein, ce qu'on appelle du bâtiment. Mais certains de ces équipements, on pourrait se poser la question, en effet, de savoir, c'est s'ils ne sont pas des travaux qui vont toucher à la structure de l'immeuble, heu, ni éventuellement la solidité de l'ouvrage, ils pourraient éventuellement être, en effet, pris en charge par le preneur, hein, dans les charges récupérables, mais il faut faire attention, il faut bien rédiger le bail et voir les clauses que l'on a mis dans le bail, puisque ce sont des travaux dont on peut dire qu'ils sont imposés par l'administration, hein, surtout le BACS. Donc, par défaut, les travaux imposés par l'administration ne sont pas à la charge du preneur, sauf clause contraire, mais qui doit être express et bien rédigé. Ensuite, les modalités d'exploitation des bâtiments, ça va être un peu le respect des groupes parties, il y a une histoire de classe pour la GTB. Alors ça, je suis pas au courant sur l'histoire de classe, mais après, c'est juste en effet le BACS pour l'instant qui est rendu obligatoire pour quand la chaudière a une certaine puissance, hein, 290 kilowatts en 2025, mais qui va baisser à 70 kilowatts en 2027. C'est peut-être cela que vous mais sinon j'ai pas de souvenir de classe pour le GTB. Hem, ensuite donc les modalités d'exploitation, ça va être vraiment comment, en effet, on se sert de toutes ces nouveautés aussi. C'est-à-dire que là, ça va être, le preneur qui va devoir aussi appliquer le guide de bonne conduite. Modalité d'exploitation, ça va être aussi tout ce qui va être la maintenance, mais comment aussi on se sert à bon escient des outils de climatisation, des outils de chauffage, quelle est aussi la température de commande qu'on demande. Puisque dès qu'on va descendre de plusieurs degrés, bah, évidemment, ça va avoir un poids aussi sur la consommation énergétique. Donc ça, c'est pas évident. Ça doit être fait en accord et en tout cas, s'il y a des guides de bonne pratique, ils doivent être rendus obligatoires dans le bail commercial aussi. C'est-à-dire que le preneur s'engage à respecter, évidemment les consignes qui seront données, et on va le voir, le comportement des occupants est une 5e, catégorie. Avant, on a l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie. Donc ça, on comprend, hein, ça peut être, on va remplacer par exemple tous les éclairages en équipement LED, on va, remplacer tous l'éclairage du parking éventuellement, donc avoir des systèmes, éventuellement de feux de lumière qui s'éteignent, qui s'allument quand on sort d'une pièce. Donc l'adaptation des locaux, on va dire que ça peut être fait, et ça peut être rendu obligatoire pour le preneur, par le bailleur,
mais tous les frais qui seraient engendrés pourraient être récupérés sur le preneur. Ensuite, le comportement des occupants est très important puisqu'il est mis aussi en place. Et ça, c'est pas évident parce que il faut le rendre aussi obligatoire par le bail, puisque sinon, en effet, ce serait difficile d'avoir une action hein, en sanction. On va voir un peu ce que le préfet peut faire. Et donc, c'est vrai que le comportement des occupants, c'est important dans le sens où, évidemment, si les personnes n'éteignent pas leur poste en partant le soir, si ils laissent des lumières allumées, si, ils ouvrent les fenêtres alors que la climatisation fonctionne, voilà, l'été. Donc évidemment, ça ne peut se faire, qu'en symbiose, avec ce qu'on a dit aussi avant sur la modalité d'exploitation des équipements. C'est rendre responsable un peu, l'exploitant, mais qui est impacté en premier lieu, parce que c'est quand même lui qui paye les consommations énergétiques. Mais au niveau, en effet, du décret tertiaire, il pourrait avoir tendance à dire que ça ne concerne que le bailleur. Et on va le voir après, c'est pas évident. Les textes ne sont pas trop clairs et renvoient à une sorte de co-responsabilité partagée selon ce qui est mentionné dans le bail commercial. Donc, le comportement des occupants, pareil, il va falloir presque remplir, pour moi, pour pour tous ces biens qui sont soumis au décret tertiaire, il faudra aller vers l'annexe environnementale qui peut contenir, en effet, des obligations hein, de comportement. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas évident à contractualiser. Alors, qui dit quand même obligation, dit, possibilité de moduler les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, les pouvoirs publics, n'emploient pas du tout le mot exonération, le mot suppression. Non, ils emploient le mot modulation. C'est assez étonnant parce que dans un texte juridique, voilà, c'est un mot qui n'est pas, qui est plus pratique que juridique. Qu'est-ce que ça veut dire modulation? Ça veut dire qu'on va pouvoir mentionner au pouvoir public qu'on ne va pas pouvoir atteindre les objectifs entiers parce qu'on a des contraintes et donc on va avoir des objectifs qui vont être différents et pour pouvoir les atteindre, on ne pourra pas atteindre les moins 40%, mais on pourra peut-être atteindre moins, en effet, moins 30% ou moins 20%. Mais il va falloir justifier, en effet, d'exceptions, c'est-à-dire de critères de modulation qu'on a regroupés en quatre catégories. Le risque pathologique, et là, le décret d'application bon, est pas très, très, très clair, mais dit bien que si en effet les actions qu'on veut mettre en œuvre, donc juste avant, donc surtout évidemment ce qui va toucher l'enveloppe du bâti, fait courir un risque de pathologie du bâti en affectant les structures et le clos couvert du bâtiment. Donc, c'est-à-dire, on met un matériau d'isolation de la toiture, mais la toiture ne va pas pouvoir supporter ce matériau au niveau du poids, ou on veut en effet isoler en façade extérieure, mais en fin de compte, elle est déjà abîmée, elle ne pourra pas supporter voilà, un doublage. Voilà, c'est ça qu'on pourra arguer, mais il faudra évidemment fournir un avis d'un bureau d'experts, d'architectes, hein, pour être dans cette de pouvoir prouver en effet qu'on puisse moduler. Et surtout, il faudra euh, évaluer ce que cela fait perdre dans l'objectif hein, du décret tertiaire. C'est pas le tout de dire que ça nous exonère à 100%. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, les contraintes juridiques. Et là, on a en effet, classiquement, hein, si en effet les actions entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture qui seraient en contradiction avec les règles sur les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux. Donc évidemment là, où il y aurait éventuellement des servitudes d'alignement sur la voirie et de distance minimale sur la limite séparative, eh bien, on sera en effet contraint à pouvoir moduler l'objectif. Donc, j'ai certaines servitudes qui m'empêchent bah, notamment hein, de doubler extérieurement mon immeuble parce que je suis près de la voie publique. Donc, en effet, là, j'ai pas le droit d'empiéter sur le domaine public. Heu, mais en effet, je suis en plus, soumis aux architectes des bâtiments de France qui ne permettront pas d'avoir, en effet de doubler la façade. Donc ça peut avoir un impact. Alors il faut savoir quand même que la loi a prévu, la possibilité d'avoir un droit de surplomb sur un autre voisin privé, mais que en effet dans le domaine privé. C'est-à-dire qu'on peut empiéter de 35 centimètres
à partir d'une hauteur de sol de 2 mètres, on a en effet un droit de surplomb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le propriétaire s'y oppose, on peut aller devant un tribunal, mais contre indemnisation évidemment, et le tribunal peut imposer ce droit de surplomb s'il est lié en effet à des travaux de performance énergétique. Donc c'est vraiment, là on a fait une atteinte au droit de propriété, mais le droit a créé ce droit de surplomb pour permettre en effet que les personnes puissent empiéter chez leurs voisins. Alors, ça peut être en dessous de 2 mètres. Avec l'accord du voisin, on peut empiéter sur toute la partie. Le texte nous dit qu'il faut quand même une indemnisation, mais on ne sait pas laquelle et comment elle sera fixée. C'est le juge qui devra la fixer si les parties ne sont pas mis d'accord. Et ce droit de surplomb doit donner lieu à un acte authentique devant notaire. Donc, soit amiable, soit on va devant le juge. Voilà ce qui est prévu. Donc, les contraintes juridiques, il faut faire attention. Ça doit être vraiment des servitudes sur le domaine public, où là, ce sera impossible d'imposer ce droit de surplomb. Et il faudra fournir pareil, une note d'un notaire, d'un architecte pour pouvoir en effet arguer de ces éventuellement, ces modulations du fait des contraintes juridiques. Mais on aurait aimé avoir dans les contraintes juridiques la copropriété. C'est-à-dire que pour l'accessibilité handicapée, on sait que, si la copropriété s'oppose à des travaux d'accessibilité handicapée, ça peut être une dérogation pour déroger justement au principe que les ERP soient accessibles. Là, dans les contraintes juridiques, on n'a pas mis la copropriété, surtout dans les immeubles mixtes, où on aurait pu en effet prévoir que eh bien, si la copropriété s'oppose à des travaux, à des gros travaux, ça puisse moduler les objectifs. Ben, ça, on ne l'a pas prévu. Donc, c'est vrai, ça va pouvoir poser peut-être des problèmes. Surtout si dans la copropriété, des gens ne sont pas concernés parce qu'il y a de l'habitation, notamment. Alors, le cas de changement d'activité ou de volume, ça, il est prévu dans Opérate. C'est-à-dire que ce critère de modulation, chaque année, vous pourrez moduler selon le taux d'occupation, selon l'amplitude horaire. Et si vous changez d'activité, évidemment, vous aurez des objectifs différents. Vous êtes passé d'un commerce à un bureau, on va vous assigner les objectifs liés au bureau. Donc peut-être que vous les atteignez déjà ou voilà. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux changer une activité dans une activité, qui soit moins, mais au moins si vous changez un bien qui n'était pas un data center entre 2010 et 2019, il devient un data center, vous allez dire: «Mais je vais avoir une augmentation de ma consommation». Bah, on va tenir compte que vous êtes un data center pour en effet moduler et faire en effet un parallèle avec ce que vous étiez avant pour voir, si vous pouvez en effet vous rapprocher des objectifs en valeur absolue. Donc vos objectifs valeurs absolues vont changer, hein, et les valeurs relatives vont être en effet proportionnelles aussi. Euh, Quatrième facteur de modulation, où là tout le monde va essayer de se mettre et de s'infiltrer, c'est le fameux ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. Donc ce retour sur investissement, c'est l'argument de dire, bah moi, vous allez me faire dépenser 1 million d'euros pour en fin de compte ne pas avoir au bout du compte, une économie d'1 million d'euros amortissable éventuellement sur plusieurs années. Donc, en fait, j'ai des dépenses qui vont être supérieures à l'avantage que je vais avoir. Alors, ça a deux limites. Un, évidemment, l'arrêté d'application a fixé des durées d'amortissement. Et là, on est vraiment sur des durées qui sont très, très longues en fin de compte, puisqu'on est passé tout ce qui va être modulation liée aux actions, aux travaux d'efficacité énergétique portant sur l'enveloppe du bâtiment, c'est 30 ans. Hein. Donc là, il faudra prouver qu'il n'y a pas de retour sur investissement sur 30 ans pour ces travaux-là. Ensuite, c'est 15 ans pour tout ce qui va être renouvellement d'équipement, hein, c'est-à-dire je change de chaudière et on nous dit, voilà, renouvellement des équipements et autres pièces de rechange. Donc, je passe à la pompe à chaleur. Donc là, ce sera 15 ans. Et pour tout ce qui sera en effet BACS, là, en effet, il avait été prévu 6 ans. Et ces 6 ans vont passer à 10 ans du fait du décret du 7 avril 2023 qui a fixé aussi à 10 ans, hein, l'objectif de retour sur investissement. Donc maintenant, ce sera très difficile
d'arguer éventuellement qu'on n'est pas, en effet, qu'on n'a pas de retour sur investissement dans les 10 ans concernant cela. Et donc voilà pour. Et puis, je crois que c'est 6 ans aussi pour pour tout ce qui sera. Oui, c'est 3 ans pour les autres acteurs après. Donc, voilà, un ROI qui sera difficile à mettre en œuvre, enfin une modulation du fait du retour sur investissement à mettre en œuvre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en effet, en plus, sur le retour sur investissement, on ne compte vraiment qu'en brut. Et en fait, on voit l'espérance de gain par rapport à des dépenses. Mais en fait, dans les immeubles qui sont exploités, les gains vont aller aux locataires et les dépenses aux bailleurs. Et ça, le retour sur investissement, en tout cas, le bailleur n'en aura pas forcément les fruits puisque c'est plutôt le preneur qui va bénéficier de ces fruits-là. Mais ça, on n'en tient pas du tout compte dans le décret. Donc, c'est voilà, d'une manière générale, on va voir qu'il y a une responsabilité copartagée. Et donc, on ne voit pas retour sur investissement pour chaque acteur, mais pour l'entité fonctionnelle en tant que telle. Alors évidemment aussi, ces modulations devront donner lieu à un dossier technique. L'ensemble de ces modulations, il faudra prouver par des éléments extérieurs, donc des expertises, des notes des architectes des bâtiments de France, des notaires pour les premiers critères. Pour le ROI, c'est plus compliqué. C'est qu'on n'a pas voulu en effet se retrouver comme pour la loi sur les ERP. Au bout de 9 ans, après 2005, on s'aperçoit qu'au bout de 9 ans, bah, en fin de compte, il n'y a aucun ERP. Il reste encore 30 à 40% des ERP qui ne sont pas accessibles handicapés. Et on a dû faire une autre loi pour reprolonger, pour proposer déjà des agendas d'accessibilité. Donc là, clairement, ils n'ont pas voulu que ça se passe comme ça et qu'en 2029, on se dise ah ben on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Donc le dossier technique pour le retour sur investissement doit être déposé dans les 5 ans après la première échéance de chaque décennie. Donc c'est 2025, 2026, il faut avoir déposé le dossier technique concernant le ROI pour justifier qu'on pourra moduler du ROI. Après, ce sera trop tard. Pour les autres objectifs, là, on peut déclarer jusqu'en 2029 déposer un dossier technique concernant ces autres critères. Mais le dossier technique a été assez complexe parce dans ce dossier technique, hein, en fait, déjà, on a dit qu'il fallait 2 études. Une étude énergétique hein, qui va concerner tout l'enveloppe du bâti et autres, et puis une autre étude énergétique avec les plans d'action à mettre en œuvre pour chacun des leviers. Et en plus, on doit mentionner dans ces dossiers techniques le partage que l'on va faire prendre aux propriétaires, aux preneurs à bail. Donc, c'est le dossier technique. C'est pour ça que bah, beaucoup de sociétés, évidemment, se sont proposées, comme DeepKey, comme d'autres sociétés, se sont proposées pour élaborer avec vous ces dossiers. Surtout que les plans d'action donc, doivent être faits pour chaque établissement concerné. Donc, c'est-à-dire les objectifs sont propres à chaque entité fonctionnelle. Donc, l'étude énergétique doit en prendre en compte ça. Mais c'est vrai que le problème, c'est que cette étude énergétique, on a dit que c'est chaque entité fonctionnelle qui est responsable de l'objectif, mais l'étude énergétique doit porter dans une première partie sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire à l'échelle du bâtiment, qu'est-ce qu'on doit faire en effet. Est-ce que chaque entité, que doit-elle faire pour réduire ses émissions? Et donc, la première étude, c'est l'enveloppe du bâti et les systèmes techniques bâtimentaires, éventuellement, donc les BACS, et l'autre sur les équipements de chaque entité fonctionnelle. La deuxième étude, là, c'est les actions propres à chaque entité fonctionnelle. Donc, on voit bien que ce dossier technique, il ne peut pas être fait dans un coin par chaque entité ou chaque exploitant. Il faut que le propriétaire, s'il est en monopropriété, ou la copropriété s'en empare et en effet commande ces deux études techniques. Peut se poser la question après de dire, est-ce que ces études techniques peuvent être ou pas le coût reporté sur le preneur? Si en effet on fait référence quand même à des travaux qui vont préparer les grosses réparations, normalement, quand on regarde un peu le décret, on nous dit, le décret concernant les grosses réparations et les baux commerciaux, on nous dit on ne peut pas récupérer sur le preneur
les factures, donc des grosses réparations et tous les contrats d'architectes, bureaux d'études liés à ces grosses réparations. Mais là, ces études techniques ne concernent pas uniquement forcément des grosses réparations ou la préparation de grosses réparations, ne sont pas non plus des devis, ne sont pas de travaux, sont pas faits par des bureaux d'architectes, mais plus des bureaux en effet d'études de performance énergétique. Donc, on pourrait en effet penser que les coûts de ces études-là pourraient être dans les charges récupérables si on les a bien mentionnés aussi comme tels dans les baux, puisqu'on doit citer ce qu'on peut récupérer hein, sur le locataire et surtout les clauses sur l'obligation de travaux. Donc, en fait, on renvoie beaucoup au bail, au bail commercial. Voilà pour le dossier technique. Alors, ce qui, est important à retenir, c'est qu'on va devoir déclarer, sur Opérate, donc chaque année, avant le 30 septembre de chaque année, les exploitants doivent déclarer sur Opérate, les consommations énergétiques. Donc ça veut dire que, et on s'est posé la question de dire qui doit déclarer. C'est vrai que le texte n'était pas très clair, mais les pouvoirs publics ont bien dit que ça revenait à l'exploitant qui a en effet accès à ces consommations, de déclarer à la fois les surfaces qu'il occupe, à la fois les taux d'occupation, l'amplitude horaire, puisque c'est lui qui la destination de ces locaux, puisqu'on va pouvoir voir qu'il peut y avoir plusieurs consommations déclarées selon chaque type en effet, de destination. Un auditorium n'aura pas la même obligation donc dans les valeurs absolues que des bureaux en open space, que des bureaux, vous voyez, cloisonnés. Donc en fait, c'est délicat, mais il faut faire une dissociation de chaque destination du bâtiment de son entité fonctionnelle et d'avoir éventuellement des sous-compteurs pour pouvoir en effet rentrer dans le détail des objectifs de chacun. Vous voyez que c'est quand même complexe. Les pouvoirs publics ont publié les 4 types de consommation qu'il faudrait déclarer. Et dans ces 4 types de consommation, il peut y avoir en effet parfois des consommations qui peuvent être déclarées par les propriétaires eux-mêmes. C'est-à-dire que, en effet, les 3 premières, c'est les consommations d'énergie, heu, dont l'exploitant maîtrise, la maîtrise, donc s'il a des abonnements individuels. Après, on a, les consommations des parties communes, éventuellement ou, s'il n'y a pas en effet de compteur individuel. Donc là, c'est les répartis par tantième. Les, parties communes et équipements d'immobilier commun, ascenseur, éclairage commun dont l'exploitation est gérée par le propriétaire, bah, ces trois-là, on s'aperçoit qu'en effet, normalement, c'est à l'exploitant de les déclarer. Mais pour la dernière, qui sont parfois des parties, en effet, qui sont liées à l'immeuble, mais qui sont exploitées par le propriétaire pour des personnes extérieures, on pense éventuellement à des auditoriums, des salles de réunion, et bien là, on va le voir que dans, voilà, ils ont fait un petit tableau, dans la foire aux questions en ligne. On voit que là, en effet, parfois, le propriétaire devra déclarer ces consommations-là. Dans les centres commerciaux, par exemple, c'est au propriétaire de déclarer, les consommations C et D. Donc, pas simple. Dans la majorité partie des cas, comme du bureau, bah, là, c'est locataire qui déclare ses consommations, et dedans, normalement, on lui récupère aussi les consommations parties communes. Donc, on est dans le A et B et C, on va dire. Mais dans les centres commerciaux, eh ben, ce sera éventuellement les espaces communs et les annexes. Ce sera en effet au syndic de les déclarer. Hein. Donc, alors tout ce qui sera logiquement place électrique, là, on a une consommation logiquement individuelle, c'est-à-dire que le locataire, il prend normalement un exploitant. Alors, pardon. Donc, en effet, il y a des compteurs normalement pour ces places électriques, mais évidemment, comme ces places électriques pour des véhicules sont bons pour la planète, les pouvoirs publics ont décidé que toutes les consommations des places électriques ne rentraient pas dans le décret tertiaire, donc n'ont pas à être déclarées. Parce qu'évidemment, elles aggravent un peu la consommation générale, mais comme c'est pour la planète, vu qu'on a des véhicules électriques, il a été décidé qu'on ne les comptait pas. Donc ça, ils sont vraiment exclus. Donc vous n'avez pas, c'est pour ça que là, il faut vraiment des sous-compteurs, mais il faut pouvoir les enlever hein, des compteurs généraux pour ne pas les compter.
Donc alors, il y a des informations qui viennent en effet, oui, il faut les soustraire. Donc il faut, ces précisions viennent de la foire aux questions qu'il y a sur, Opérate, hein. Donc, je vais vous donner tout à l'heure le site internet. Heu, le Parce que en effet, il manque beaucoup de précisions, hein, donc on attendait un peu des circulaires. Bah, là, la foire aux questions, c'est à peu près 70 pages de questions-réponses sur énormément de thématiques. Et vous avez aussi un guide de bonne pratique de 160 pages. Donc là, qui est vraiment très dense. Là, c'est difficile de s'y retrouver, mais dans la foire aux questions, c'est assez bien fait. Et par mots-clés, vous pouvez chercher aussi. Et donc, vous aurez votre réponse, hein, concernant les places électriques. Mais c'est ce que je me souviens de plusieurs webinaires où étaient intervenus, en effet, les pouvoirs publics, puisqu'ils ils disent que ça n'a pas à alourdir la consommation déclarée. Donc Opérate, hein, on va le voir tout à l'heure, c'est un acronyme d'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Donc, c'est sur cette base de données-là qu'il faut en effet déclarer chaque année les consommations. Donc, c'est opérate.adem.fr, hein, le site. Et c'est Opérate qui va indiquer tout seul l'objectif à atteindre entre valeur absolue, valeur relative. Donc, vous n'aurez pas en fin de compte à choisir. C'est elle qui choisira pour vous. Et en fait, elle choisira par rapport aux consommations qu'on doit déclarer avant 30 septembre de chaque année. Donc, cette année, on a dû déclarer, hein, les données de 2022. L'année dernière, on avait eu un temps supplémentaire, c'était jusqu'au 30 décembre qu'il fallait déclarer 2021 et 2020. Donc, on commence à avoir là 3 années de déclarer. Et dans les premiers chiffres, il voit quand même que les acteurs sont quand même en baisse, c'est-à-dire ils dénotent quand même une baisse de consommation. Après, il y a évidemment des consommations, une baisse qui était due aussi au Covid, donc c'est pas évident de bien analyser tout ça. Mais Opérate, donc une fois que tous les arrêtés de valeur absolue ont été pris, et là ils sont en cours de publication, voilà ce qu'on nous a dit, puisque le texte prévoyait en effet que dès le 30 septembre de chaque année, une attestation numérique annuelle serait éditée par Opérate. Et en fin de compte, on va voir que bah, elle n'est pas encore éditée parce qu'on attend la parution des derniers arrêtés d'application. Et il en manque encore 2 quand même, mais il y en a un qui est en consultation depuis le mois de juillet, donc qui concerne notamment les centres commerciaux. Et puis on attend un dernier encore sur une autre destination. Et puis il y aura encore, euh, voilà, on va le voir, c'est pas une vignette, mais c'est une petite feuille, vous allez voir. Euh, et donc on attend encore, voilà, les arrêtés des dom-tom apparaîtront plus tard, eux. Mais dès lors que ces arrêtés vont paraître, l'attestation numérique annuelle devra être jointe à tous les baux commerciaux et les actes de vente. Donc, elle sera téléchargeable sur chaque entité, pour chaque entité fonctionnelle. Et il y aura en plus une obligation d'affichage qui sera plus large. Donc, pour l'immeuble entier, le propriétaire là est obligé d'afficher dans les locaux la consommation des 3 dernières années, l'objectif à atteindre et l'évaluation de l'émission de gaz à effet de serre sur la base de l'attestation juridique. Bon, pour que les occupants prennent conscience qu'ils sont dans un cadre où il faut faire attention à la consommation énergétique du bâtiment et voir si chaque année on s'approche de l'objectif. Donc cette attestation est complétée en plus par une notation qui qualifie l'avancée dans la démarche parce que on veut tout de suite avoir un effet visuel pour voir si vous êtes bien parti ou mal parti. Et donc concrètement, ben voilà un peu comment se présente cette attestation numérique. Elle est, alors je vais essayer de zoomer un peu dessus. Euh, on a en effet les objectifs en valeur relative, en valeur absolue, donc on voit où on en est au niveau des objectifs. Et en fait, on a l'entité, on a l'adresse, parce que quand en effet, on a la région climatique, euh, quand on va se connecter à Opérate, en fait, tout fonctionne avec des numéros SIRET. On met son numéro SIRET, l'adresse, la surface, la parcelle cadastrale,
Et il faut donner aussi un nom au bâtiment qui doit être le même pour tout le monde. Donc ça, il faut s'y entendre. Et ensuite, on met le numéro SIRET du propriétaire, du bailleur. Donc le bailleur peut, lui, par son numéro SIRET, voir si tous les locataires ont bien déclaré pour lui. C'est dans l'esprit ce qui a été prévu. Après, il y a des bailleurs qui ont choisi de demander dans le bail commercial un mandat, qui ont donné un mandat, en effet, en disant voilà, aux locataires, bah, vous donnez vos consommations chaque année, soit vous nous les donnez à nous, soit une société qui fera les déclarations pour que tout soit bien fait et bien contrôlé. Donc, soit on laisse la main à l'exploitant, mais attention, il faut bien qu'il le fasse quand même, et on vérifie par son numéro SIRET s'il l'a bien fait, soit en effet, on prend la main par le bail commercial. Et donc, quand on voit donc cette attestation, le recto montre en effet, pour chaque entité fonctionnelle de l'immeuble, si on est, où on en est en effet, du décret tertiaire par une petite lettre, par une petite feuille. Alors on voit que là, il y a une entité qui fait pas bien, qui n'est pas bien placée, puis il y en a d'autres qui sont, beaucoup mieux placées. Alors cette petite feuille, et puis là, on a même une notation sur, à l'échelle du parc immobilier, qu'on aura fait une mutualisation du parc. Et donc cette petite feuille, qu'est-ce qu'elle mentionne? Ben voilà, si vous êtes, vous consommez plus que la consommation de référence de 2010, vous aurez une feuille grise. Là, en fin de compte, vous êtes au-dessus de la consommation de référence. Donc là, en fait, vous avez déclaré en 2011, vous dépensiez, voilà, 200 kWh, et aujourd'hui, vous êtes à 240. Alors évidemment, même destination, même occupation, hein, vous voyez tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, vous serez très mal noté. Après, en effet, si vous dépassez que de 10%, selon après l'année, le nombre d'années qui va s'écouler jusqu'à 2030, vous allez être, si tout de suite les premières années, vous êtes à l'équilibre ou vous, en effet, vous consommez moins, vous aurez des petites feuilles. Et puis là, 3 feuilles vertes, c'est que vous êtes déjà à l'objectif. Donc là, en fait, ça va récompenser un petit peu les biens qui auront 3 feuilles vertes. Bah, pour le locataire, ce sera important de le savoir, c'est pour ça que c'est annexé dans les baux. Il pourra s'attendre à avoir moins de charges. Il pourra s'attendre, à ne pas avoir de gros travaux à venir, ou de travaux à supporter, de remplacement, d'équipements ou autre. Donc quelque part, c'est pour ça qu'on a appelé ça la décote grise. C'est que, parce qu'on va voir au niveau des sanctions, il n'y a pas de sanctions véritablement pour l'instant, sévères. Heu et la décote grise, ça va vraiment porter sur les bâtiments qui vont, ne pas du tout être aux objectifs ou même plus, et 2030 va arriver très, très vite. Donc peut-être que ces biens-là vont en effet, selon les experts, hein, il y aura une décote au niveau de leur valorisation, puisqu'il y aurait quand même des coûts importants à prendre en compte, et pour l'instant, il n'y a pas de surcote pour ceux qui sont déjà, aux feuilles vertes. Mais donc avant de voir justement ces sanctions, regardons le calendrier. En fait, tout est rentré en vigueur en 2019. Alors c'est vrai que vous allez me dire: «Bah, ça vient des lois Grenelle de 2010. Pourquoi on a attendu tant?» Bah, entre-temps, on a eu une loi en 2015 qui a modifié les règles, la loi de Ségolène Royal. En fait, tout le monde a fait obstacle et a fait des pressions pour que le décret ne paraisse pas, et le premier décret était paru en 2017. Mais comme il était très tardif, puisqu'il y avait des objectifs à remplir en 2020, il a été annulé par le Conseil d'État. Et on a dû attendre la loi Elan en 2018 pour qu'il y ait un nouveau décret qui sorte, qui s'applique en 2019. Et là, on a pris le premier, voilà, la première échéance, c'est 2030. Donc on est passé de 2020, comme on a perdu 10 ans, hein, dans cette affaire. Et donc les arrêtés sont parus même pendant le confinement. Donc on n'a pas voulu arrêter véritablement le fait. On a juste repoussé la première déclaration, au 31 décembre 2022. C'est-à-dire l'obligation, elle était rentrée en vigueur, mais on a dit: «Vous avez encore jusqu'en 2022 pour déclarer l'année de référence, pour déclarer les consommations de 2020 et 2021». Cette année donc, on a la 3e consommation déclarée sur la base, et on a l'attestation qui doit rentrer en vigueur, et ce sera en effet fin 2031, quand on aura les chiffres de l'année 2030, pour savoir si on est arrivé aux objectifs. Ce sera qu'en 2031 qu'on le saura.
Et à ce moment-là, en effet, et on aura des audits tous les 10 ans. À la fin, en effet, des, de chaque échéance décennale, il faudra attendre 1 an après pour voir si les consommations déclarées 2030, 2040, 2050 atteignent l'objectif ou pas. Donc au niveau des sanctions, on va voir que c'est très, très light puisque ce qu'il est prévu au départ, c'est vraiment une mise en demeure. Voilà, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas déclaré les consommations aujourd'hui, les pouvoirs publics ont dit qu'ils disposaient d'une base de données par regroupement de plusieurs bases, notamment les bases des ERP, les bases des taxes foncières. Ils ont des bases de données de noms de propriétaires auxquels ils vont les faire relancer et de noms d'exploitants. Pour ceux donc ils vont pouvoir voir s'ils ont vraiment déclaré sur Opérate. Et ceux qui ne l'ont pas fait vont recevoir une relance, une mise en demeure, et ils auront 3 mois pour le faire. S'ils ne le font pas, name and shame. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, on a choisi plutôt en effet qu'une sanction lourde, parce qu'on va voir que les sanctions financières sont de l'ordre de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Bon, c'est pas très, très lourd par rapport à l'engagement des travaux à faire. Donc certains pourraient se dire: «Bah, autant payer sinon l'amende». Mais les pouvoirs publics ont dit: «Ces amendes-là, on les met faibles de manière volontaire pour pas jouer un peu les méchants gendarmes, mais évidemment, on se réserve le fait de l'augmenter». C'est, d'augmenter éventuellement, ces amendes. Alors on me demande: «Oui, est-ce que les bailleurs sont informés des mises en demeure?» Pas évident, parce qu'ils vont prendre plusieurs fichiers, et peut-être qu'en effet, ils vont écrire en effet aux 2 personnes, aux exploitants et aux propriétaires. Ils n'ont pas vraiment annoncé, voilà, vraiment de quelle base, mais ils ont dit qu'ils ont constitué une base quand même. Donc ceux qui n'auront rien fait dans les 3 mois, name and shame, mais ce seront ceux qui ont été mis en demeure, hein, qui seront mis, sur le name and shame, puisque le propriétaire pourra toujours dire: «Nous, c'est exploité, on n'a pas les données». Donc ce sera vraiment le nom du preneur qui sera mis sur un site internet comme un mauvais joueur. Voilà ce qu'on a choisi. Alors, c'est la première fois qu'un texte juridique choisit le name and shame, c'est-à-dire on dénonce le nom de ceux qui contreviennent à la loi. C'est la première fois qu'on le met dans un texte juridique, vraiment. Parce qu'on l'a menacé cet été, hein, Bruno Le Maire a menacé aussi de dévoiler les entreprises qui ne jouaient pas le jeu et autres, mais on n'a pas été vraiment jusqu'au bout. C'était des menaces, là, c'est vraiment dans la loi. Donc la page n'est pas encore créée, mais voilà, ceux qui ne déclareraient pas seraient mis sur cette liste-là. Après, évidemment, donc ça fait peur beaucoup aux grands groupes, à ceux qui sont éventuellement cotés ou autres qui ne peuvent pas se permettre de se retrouver dans ces classements. Après, pour une petite foncière quelconque, familiale ou autre, ça n'a pas pour moi trop d'incidence. Ensuite, en 2031, on regardera ceux qui sont arrivés ou pas aux objectifs. Et là, il y aura un délai plus long de données, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas produit de dossier technique de modulation, parce qu'on n'est pas obligé de prévoir un dossier technique. Le dossier technique n'est là que si vous voulez argumenter de modulation. Si vous ne voulez pas moduler, pas de dossier technique. Euh, et donc, mais il faut atteindre les objectifs. C'est que vous allez les atteindre, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des bureaux d'études ou autres qui vont faire des choses, vous allez atteindre vos objectifs. En 2031, si vous ne les atteignez pas, là, il y aura un délai de 6 mois où vous serez mis en demeure. Là, on nous dit quand même, là, on va mettre en demeure le propriétaire et le cas échéant, le preneur à bail, euh, pour en effet qu'ils établissent un programme d'action respectant leurs obligations et s'engager à les respecter. Ce programme d'action établi conjointement par le propriétaire et le cas échéant le ou les preneurs à bail mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans le dossier technique, où il est prévu en effet des actions bailleur-preneur, on le retrouvera là aussi dans la mise en demeure. Et on parlera de la corresponsabilité tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'après, le bailleur pourra très bien faire valoir que lui a rempli ses obligations, a rempli son plan d'action, mais que c'est le preneur qui ne l'a pas fait. Et donc, pour ne pas être pensionné dans le name and shame. Alors, le problème, hein, ça va être ces changements de preneur, évidemment. Un preneur prend des engagements,
Et s'il donne congé, il ne les a pas respectés. Il faudra absolument que le repreneur soit mis au courant de ses actions, qu'on reporte sur le nouveau preneur éventuellement. Donc, c'est évident que ça va créer quand même un peu du contentieux pour savoir qui vraiment est responsable, hein, de la mise en œuvre des actions. Parce que chacun pourrait très bien se renvoyer la balle un peu. Donc, mais on voit bien que si rien n'a été fait, on est obligé d'établir un plan d'action dans les 6 mois et on nous dit chaque programme d'action est soumis au préfet pour approbation en plus. Donc là, on est un peu plus sérieux. On met en demeure de 6 mois de faire ces plans d'action. Si rien n'est fait dans les 6 mois, nouveau délai de 3 mois. Et c'est après qu'on est mis dans le name and shame ou qu'on subit une sanction administrative. Donc on nous dit là, c'est en l'absence non justifiée du dépôt d'un programme. Alors, c'est vrai que pour la première étape de déclaration sur Opéra des consommations, n'est pas prévue la sanction financière, n'est prévu que le name and shame. C'est pour 2031, là, qu'on prévoit la sanction financière de 1 500 € pour les personnes physiques, 7 500 € pour les personnes morales. Mais on ne dit pas si c'est par entité fonctionnelle ou pas. Donc, c'est pour le propriétaire. Si le propriétaire il a 100 immeubles, il n'y a qu'une sanction financière de 7 500 €. Donc, mais les pouvoirs publics ont toujours dit que ce chiffre-là pourrait être relevé. Ils ne veulent pas jouer pour l'instant, ils veulent pas que ça soit punitif. Ils veulent que, eh bien, chacun se prenne en main pour éviter en effet d'être mis à l'index. Alors, ce qu'ils attendent aussi, c'est la sanction du marché. C'est-à-dire que les propriétaires soient contraints avec les locataires de faire les travaux pour pouvoir en effet qu'ils vendent mieux leurs immeubles ou qu'ils louent plus facilement leurs immeubles. Donc les pouvoirs publics comptent sur la sanction du marché, qui pourrait être la plus forte. Parce que surtout, bon, dans ces temps de crise où il est difficile de trouver preneur, eh bien, quand on est déjà sur des bâtiments qui correspondent à l'objectif, qui ont une bonne notation, évidemment que ce sera ces biens-là qui seront loués en priorité et qui pourront avoir un loyer qui soit valorisé. Donc, la sanction du marché est vraiment très importante. Et en fait, évidemment, le nerf de la guerre, ça va être de dire qui est responsable, donc la fameuse co-responsabilité partagée entre bailleur et preneur, propriétaire et exploitant. Voilà comment les textes le mentionnent. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas du tout pris parti. Ce qui est un peu dommage, hein, c'est qu'on n'a pas vraiment dit clairement qui devait faire quoi. On nous dit simplement, dans les personnes qui sont assujetties et donc ça ressort de la loi, hein, on nous dit les propriétaires de bâtiments ou des parties de bâtiments. Donc là, on voit l'entité. Et le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation de rénovation énergétique, bon, à toutes les actions qu'on doit faire. Donc on dit les propriétaires et le cas échéant, les preneurs. Mais on nous dit pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Donc en fait, on renvoie au contrat de bail commercial. On ne renvoie pas forcément à la loi, grosse réparation, pas grosse réparation. On nous dit en raison des dispositions contractuelles. Point. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants, chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles. Donc ça veut dire qu'il faut un contrat où on va définir des actions et chacun sera responsable de ces actions-là. Mais on ne dit pas qui doit supporter quoi. On nous dit juste après, chaque partie assure la transmission des consommations la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation. Ça veut dire que, et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont dit, bah, tout ce qui est consommation qu'on répercute au locataire ou qui a une consommation individuelle, partie commune, partie privative, c'est à l'exploitant de les déclarer. Pour les parties communes qui sont louées accessoirement par le gérant ou par le propriétaire, là, c'est à lui de le déclarer. Donc, de cette phrase-là, on a fait quand même un partage sur les déclarations. Mais sur les actions, bah, ce n'est pas évident. Et donc, il faut regarder le contrat. C'est le contrat, tout le contrat, rien que le contrat. Donc, pour les baux qui sont en cours, il faut vraiment regarder les clauses travaux et mise aux normes. Parce qu'à mon sens, pour moi, on est sur des mises aux normes.
C'est-à-dire, le bâtiment pourrait très bien fonctionner et continuer de fonctionner tel qu'il est, et on va vous obliger en effet à installer un BACS. Enfin, en fin de compte, comme il faut réduire la consommation énergétique, on va devoir en effet installer de nouvelles normes environnementales. Donc pour moi, la notion de mise aux normes peut être comprise dans les obligations relevant du décret tertiaire, décret BACS encore plus. Et la problématique, c'est que, en principe, les mises aux normes, quand elles sont imposées par l'administration, et d'une manière générale, tous travaux imposés par l'administration, est à la charge, en effet, du bailleur selon la jurisprudence. Sauf clause contraire, mais la clause contraire doit être précise. C'est-à-dire, on ne peut pas mentionner que l'ensemble des travaux imposés par l'administration seront à la charge. Il faut viser des réglementations. Et c'est pour ça que depuis longtemps, quand même, certains baux avaient anticipé et ne pas viser simplement la réglementation des ERP, la réglementation travaux, incendie, mais viser vraiment la réglementation environnementale et éventuellement même viser le décret tertiaire, hein. Donc ça, c'est très important de revoir dans vos baux la rédaction pour les nouveaux baux, mais voir ce qu'il y avait aussi signé avec le locataire en cours. Ensuite, il y a toujours la notion de est-ce que ces travaux vont troubler la jouissance ou pas des locataires. La notion de trouble de jouissance, en effet, on a une interdiction hein, dans le code civil, c'est que vous avez l'interdiction de modifier la forme de la chose louée. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit normalement de supprimer d'équipement, ascenseur, climatisation ou autre, et vous n'avez pas le droit de faire des travaux qui vont recloisonner des biens, enlever de la surface, parce que ça transformerait la forme de la chose. Donc ça veut dire que si vous devez faire des isolations intérieures, pour moi là, le locataire pourrait très bien s'y opposer parce que des isolations intérieures retirent de la surface, hein, de louer. Même si vous avez loué environ telle surface, indubitablement, ça va quand même ou d'obliger des open space à se cloisonner pour garder de la chaleur. Ça, vous ne pourrez pas en effet l'imposer au preneur. Après, il y a la notion de trouble de jouissance, dans le sens, je vais faire des travaux qui ne sont pas forcément urgents, mais on va changer vos fenêtres, on va faire des travaux sur la façade, donc ça va faire, comme pour un avalement de la gêne. Bah là, vous avez toujours, pour ce trouble de jouissance-là, des clauses qui diffèrent en effet à l'article 1724 en disant même si c'est des travaux urgents ou non urgents, le bailleur est autorisé à les faire et il n'y aura pas d'indemnisation, même s'il y a un trouble de jouissance qui dure plus de 21 jours. Donc ça, pour ces travaux-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais attention, pas de travaux qui changent la forme. Après, si on remplace les lampes par des lampes LED, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez l'imposer au preneur. Si vous imposez aussi des systèmes où les lumières s'éteignent quand on sort d'une pièce ou entre, pour moi, il n'y a pas de trouble de jouissance hein, ou de changement de la forme de la chose louée. Après, il y a aussi la notion d'obligation triennale. C'est-à-dire que depuis la loi Pinel de 2014, vous devez indiquer les travaux qui ont été faits les 3 dernières années au début du bail et après tous les 3 ans, informer des travaux qui sont faits sur le bail. Et là, ça peut être plus délicat parce que du coup, ces travaux-là qu'on doit mener jusqu'en 2030 et ces plans d'action que l'on doit faire, bah, si on est dans un bail en cours, il faut absolument en effet avertir le locataire, donc se mettre d'accord avec lui aussi, mais s'il y a un désaccord, dire bah, nous, de toute façon, on fera tel et tel travaux, mais pas en effet, surtout si on veut récupérer une partie de ces travaux, on est obligé de l'informer. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas normalement voilà, commencer des travaux si on n'a pas fait cette obligation de dire voilà ce qu'on va faire les 3 prochaines années. Donc, il faut regarder où vous en êtes dans le bail triennal pour voir si cette obligation d'information, il faut la remplir ou pas pour le décret tertiaire. Et bien y penser parce que si vous faites les travaux et que vous ne l'avez pas prévenu, la sanction pourrait être un défaut d'information où le preneur pourrait dire mais moi, je n'ai pas anticipé ces dépenses, je n'ai pas à supporter ces travaux. Et comme on n'a pas de jurisprudence encore sur cette obligation d'information triennale, toute obligation d'information peut se résoudre en dommages et intérêts hein, si elle n'est pas remplie. Donc, bien y penser. Et puis après, comment négocier les nouveaux baux? Les baux en renouvellement. Et là, il faut faire attention. Pour moi, l'obligation de délivrance, pour l'instant, elle est remplie. Mais en 2031, pourra se poser la question de dire
si je vous loue un bien qui n'est pas du tout conforme au décret tertiaire, est-ce que je vous loue un bien qui est conforme à la réglementation du coup? Et est-ce que je remplis bien mon obligation de délivrance d'un local conforme? Donc se posera la question, je pense, en 2031. Pour l'instant, vu que l'objectif doit être atteint, même si vous êtes en feuille, la feuille grise, vous pouvez tout à fait louer. Un locataire ne peut pas vous obliger à faire les travaux immédiatement. Mais s'approchant de l'échéance de 2030, ça deviendra peut-être une obligation. Et après, aujourd'hui, bah, le problème, vous ne pouvez plus récupérer les grosses réparations. Donc, vous allez faire un plan d'action. Donc, dans tous les nouveaux baux, il faut absolument une clause tertiaire, puisque la loi dit, voilà, ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants. Donc, aujourd'hui, vous devez au minimum mentionner une clause comme quoi, et donc je vous montrerai un petit peu les exemples, bah, il y a ce décret qui existe, que pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore de plan d'action d'établi, mais que les parties s'engagent à en établir un, que dans toutes les décisions qu'ils prennent, en tout cas aujourd'hui dans l'aménagement, il faut en effet la dimension de la performance énergétique et qu'il y a des consommations à déclarer chaque année. Donc en fait, vous êtes obligé en effet, alors, et c'est ça le délicat aussi, c'est est-ce que quand vous allez faire un nouveau bail, si le locataire n'a pas déclaré ses consommations sur Opérate, là, il faut en effet la mentionner et rappeler cette obligation légale, parce qu'elle existe de toute façon en dehors de tout contrat. Là on nous dit bien, c'est que chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie de bâtiments la concernant. Donc, si un preneur, en effet, a une consommation directe, a un abonnement direct, ça ne se pose pas la question. Après, si c'est un abonnement, si c'est des frais, en effet, qui font partie de charges récupérables, il doit le faire quand même aussi. Après, le bailleur peut se substituer éventuellement, mais là, on assiste aussi à de nombreux doublons sur la base. En ce moment, il y aurait des centaines de milliers de doublons sur Opérate entre le locataire et le bailleur qui aurait déclaré son bâtiment. Mais en tout cas, se pose la question après des grosses réparations. Et là, c'est vrai qu'on est un peu dans, on va dire, pas le flou, mais la notion de grosse réparation, l'article 606, n'est pas évidente à mettre en œuvre concernant les changements des. Alors, tout ce qui sera évidemment enveloppe du bâti, isolation de toiture, isolation de façade, intérieur ou extérieur, à mon sens, ça devient de l'immobilier, donc par accession. Donc, c'est lié à la structure. Donc là, on ne pourra rien récupérer. On considère que ces travaux-là seront des grosses réparations. Mais pour les changements d'équipement, c'est pas évident, puisque le plus souvent, en effet, vous mentionnez tout réparation, tout remplacement, même d'équipement, seront pris à la charge du bailleur. Alors le problème, c'est quand on va transformer un équipement, on changerait une chaudière au gaz par une chaudière au gaz de haute performance énergétique. Pour moi, si on n'interfère pas sur tous les conduits et si on change simplement cet équipement qui était vétuste, si on a mal, ça pourrait éventuellement être mis à la charge du bailleur. On a plusieurs jurisprudences. Alors, tout dépend comment est bien cloisonné le bail, hein, comment on a vraiment bien écrit le bail. Mais si en effet, on a même une jurisprudence d'une cour d'appel qui a admis que, on nous dit, voilà, la réfection du système de climatisation et des pompes à chaleur, donc réfection, c'est quand même complètement remplacement, hein, ne rentre pas dans la catégorie des grosses réparations, dont la société bailleresse justifie la nécessité par l'audit énergétique qu'elle produit au débat et destinée à préconiser les économies d'énergie devant être réalisées dans les locaux dont elle est propriétaire. Donc en fait, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2015 qui, là, est presque, vous voyez, elle anticipe un peu, on n'était pas encore dans le décret tertiaire, on attendait le décret d'application, mais on est déjà en effet dans l'esprit de dire, alors il y avait bien une clause qui mentionnait que les travaux de l'administration sont à la charge du preneur, mais que, en fin de compte, c'est pas des travaux qui avaient décidé comme ça la bailleresse, c'était justifié par la nécessité produite par un audit énergétique et c'était une réflexion du système de climatisation et de pompe à chaleur. Après, on a d'autres jurisprudences où là, il faut faire attention. On nous dit, bah, s'il y a vraiment le remplacement de l'intégralité d'un système de chauffage qui en même temps a des répercussions sur la circulation et donc de ce chauffage avec des travaux sur la structure de l'immeuble
Et c'est là qu'il faut voir, est-ce que quand je vais changer un élément d'équipement, est-ce que ça va avoir des éléments sur la structure de l'immeuble? Si c'est ça, là, ce serait du 606. Mais par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques que vous posez simplement sur la toiture, qui n'a pas le rôle de toiture, sinon là, on l'incorporerait au bâti. Donc des panneaux posés simplement. On ne voit pas pourquoi les charges de ce nouvel équipement ne pourraient pas être récupérées si on a bien rédigé le bail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentionner simplement le remplacement d'équipement à l'identique, hein, c'est et toute installation nouvelle d'équipement répondant à l'obligation de rénovation énergétique. Là, on ne serait pas forcément, en effet, dans la grosse réparation. Et donc, il faut voir le BACS, est-ce qu'il va avoir en fait des travaux qui vont toucher ou pas la structure de l'immeuble ou la solidité de l'ouvrage et comment on a rédigé nos mots. Alors, on peut utiliser la notion d'embellissement aussi, c'est-à-dire que la notion d'embellissement, elle est assez étrange, mais la loi Pinel, en effet, dans son décret d'application, a mentionné que on pourrait faire supporter des grosses réparations aux preneurs si on remplaçait en effet un bien par quelque chose qui dépasserait le simple remplacement à l'identique. C'est-à-dire si on améliore le bien et on embellit le bien, on pourrait aller jusqu'à même récupérer les grosses réparations. Hein, c'est assez étonnant, mais la notion d'embellissement, elle est très subjective. Le fait d'avoir voilà, un BACS ou des panneaux photovoltaïques, c'est pas forcément embellir l'immeuble. Euh, Après, le conseil que je donne aussi, c'est d'utiliser l'annexe environnementale. Parce que l'annexe environnementale n'est obligatoire que pour les biens qui dépassent 2000 m², en principe. Donc pas à tous les biens qui sont assujettis au décret tertiaire, mais vu qu'elle induit dans cette annexe-là, on induit énormément de comportements vertueux, et donc ça permettrait que ces obligations de faire soient sanctionnées si elles ne sont pas remplies. Donc utiliser l'annexe environnementale, parce que dedans, on a les obligations aussi de chaque partie doivent s'échanger les consommations, doit avoir donc un comportement vertueux pour tous les travaux qu'elle entreprend, et on pourrait mettre le plan d'action dans l'annexe environnementale. Donc en fait, on pourrait très bien se soumettre à l'annexe environnementale, au bail vert, même si on n'y est pas soumis. Ce serait l'idée. Parce que le partage de responsabilité n'est pas prévu vraiment dans les textes, il est prévu dans le contrat. Donc c'est vraiment le contrat, rien que le contrat, hein, tout le contrat. Donc je vais vous montrer un petit peu justement, vous pourrez télécharger ce document, enfin il sera dans le mail que vous recevrez à la fin de ce webinaire, euh, où je propose des clauses contractuelles qui sont complètement. Je me suis inspiré de plusieurs grands acteurs qui ont établi des choses. Après, tout peut être écrit, évidemment enrichi. L'idée, c'est d'avoir le décret tertiaire à 3 endroits pour être sûr que vous ne manquiez rien et que s'il y avait une négociation sur un point, vous puissiez vous rapprocher avec un autre. J'ai parlé beaucoup des charges et des catégories de charges. Aujourd'hui, vous êtes obligé dans la loi Pinel d'avoir des catégories de charges récupérables. Et donc, dans les types de charges, vous avez souvent les frais qui concernent l'entretien, la réfection, la réparation. La réfection, c'est un terme qui mentionne qu'on va refaire à neuf tout un système. La réfection, c'est quand on fait une réfection de toiture, on ne va pas changer de 3 tuiles. On fait au moins plus de 50% de la toiture. La mise en conformité et le remplacement. Donc ça, c'est assez intéressant, mais le remplacement pourrait être considéré comme simplement où vous voyez ici l'installation de panneaux photovoltaïques. On ne l'a pas. Entretien, réfection, réparation, si on installe de nouveaux systèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très large euh, et rajouter et tout équipement nouveau, tous les frais liés à l'installation de tout équipement nouveau installé pour améliorer le fonctionnement de l'immeuble et le confort des utilisateurs, notamment le remplacement des dispositifs de contrôle. Donc si vous l'avez mis dans les charges récupérables, là, il n'y a plus de discussion possible. Donc là, ça peut tout à fait toucher le BACS, toucher l'installation de panneaux photovoltaïques. Voilà, ça. Après, la clause travaux est très importante et la clause des travaux prescrits par l'administration, parce que là, on est vraiment dedans.
dans le décret tertiaire. Et là, on parle en effet qu'on va tout mettre à la charge du preneur, sauf le 606, évidemment. Mais pour qu'elle soit applicable, cette clause doit être précise selon la jurisprudence. Donc souvent, en effet, on met mise en conformité de toutes les législations, réglementations administratives, de police. Et notamment, il faut absolument rajouter la réglementation thermique, les ERP, hein, les IGH. Mais il faut rajouter cette mention de réglementation thermique parce que sinon, on pourrait penser que la clause est trop générique et ne pourrait pas s'appliquer en effet à, à la, au décret tertiaire. Et puis, il faut aujourd'hui avoir vraiment un article décret tertiaire. Donc, en fait, il faut vraiment ces trois éléments-là pour que s'il y a, voilà, si à un moment donné, le locataire ne veut pas entendre parler de cette clause, que vous puissiez de toute façon récupérer par un autre biais. Mais là, il faut dire, ben voilà, il y a en effet la loi Elan qui a fixé des objectifs. Communication déjà. 2, on introduit dans ces processus décisionnaires les équipements aux aménagements une dimension environnementale. Chaque partie s'engage à dire comment il va le faire, quels travaux il va le faire. Et soit on établit un plan d'action, soit on dit comment on va établir un plan d'action. On s'engage à en faire un et on va jusqu'à dire, hein, là dans cette clause-là, bah, si les parties ne parviennent pas à un accord, c'est le bailleur qui serait libre de décider des travaux ou des installations à entreprendre. Et on dit bien qu'il souffrira tous travaux et qu'il n'y aura aucune diminution de loyer. Évidemment, alors, on peut déjà faire un partage de coûts, puisque les installations vont générer en contrepartie des économies. On peut déjà dire, oui, bah, le preneur s'engage à supporter tel coût. Après, c'est vrai que c'est mieux quand même que dans le plan d'action, on établisse les 5 types de plans d'action, un petit peu comme ce qui était dans le tableau hein, de l'étude technique. Il vaut mieux avoir pour chaque type d'action et pas avoir forcément, en effet, un coût générique hein, trop important qui pourrait faire peur aux locataires. Là, il y a même l'obligation de dire on peut vous transporter sur un autre plateau si vous devez quitter les locaux. Donc ça va assez loin. Et puis, déclaration sur la plateforme. Donc là, 3 options. Soit le preneur remplit bien les indicateurs d'intensité d'usage, puisqu'il les connaît, c'est-à-dire l'amplitude horaire et le taux d'occupation, les activités qu'il fait chaque année. Soit on a l'option aussi de dire bah, c'est le bailleur qui va le faire. Donc le locataire s'engage à transmettre au bailleur et lui donne mandat de le faire. Soit on a une société qui va le faire, qu'on a mandaté, et donc on demande au locataire d'envoyer les données à la société. Et en effet, on fait un mandat hein, spécial qu'on signe. Et on rajoute des sanctions quand même, parce que vu que les textes sont mal mentionnés en disant bah, c'est le préfet qui vous en haute, là, en effet, on dit qu'il y a des sanctions administratives possibles, mais on dit que si elles étaient prononcées à l'encontre du bailleur, le preneur indemnisera de tout préjudice. Hein, donc là, on renvoie, et puis on renvoie à la fin à l'annexe environnementale. Donc voilà pour ce document. Donc on va revenir à la présentation et vous allez me dire si vous avez des questions au final. On va finir sur. Alors là, il y avait un petit dessin humoristique qui ne l'est pas forcément, mais que vas-tu faire pour baisser en effet tes consommations énergétiques de 60%? Je ne trouverai plus de preneurs, donc le bâtiment sera vide et il consommera 100% de moins qu'en 2010. Voilà. Donc on espère qu'on n'aboutira pas à ça. Et donc, est-ce qu'il y aurait des questions encore éventuellement n'hésitez pas à utiliser le chat tout à la fin. Donc normalement, on vous enverra aussi un lien bientôt vers le webinaire, vers le replay vidéo, si vous voulez le diffuser à d'autres. Et donc, il va y avoir un autre aussi, un autre webinaire la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Si vous avez des besoins de formation, nous on intervient pour toutes vos équipes sur ce thème-là ou sur l'actualité du bail ou les fondamentaux du bail commercial. Je forme aussi sur la VFA et le BFA en immobilier entreprise, sur la cession d'un actif immobilier aussi, donc la loi Hoguet, le TRACFIN. Donc voilà, ça ce sont des formations qu'on peut faire à distance, mais qu'on peut aussi faire
dans votre entreprise si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos ressources humaines si vous avez des besoins de formation pour vos équipes ou pour vous-même. Et puis, s'il n'y a pas de questions, et donc vous allez recevoir un lien avec le support et le document que je viens de décrire aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lever la séance et puis vous dire à bientôt éventuellement. Je vois que quelqu'un écrit, on va voir. J'espère que, en tout cas, ce webinaire vous aura apporté des choses. Et évidemment, tout va être, ce qui va être important de voir, c'est comment, en effet, la pratique va appréhender cette nouvelle notation numérique. On va devoir annexer au beau. Donc, dès que les arrêtés vont paraître, nous, sur notre site internet, on fera une alerte aussi, une newsletter à tous les abonnés. Dès que, en effet, on aura cette alerte-là et cette entrée en vigueur, bah, il y aura des conséquences dans la négociation des baux même et puis dans la cession des immeubles. Hein. Voilà donc. Est-ce que il n'y a plus de questions? En tout cas, moi, je n'en vois pas apparaître. Et donc, eh ben, je vais lever la séance et puis vous dire donc vous souhaiter une bonne journée et puis peut-être à bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres formations. Au revoir à tous.